En octobre 2019, la police de Los Angeles déploie des patrouilles devant les cinémas. Le FBI craint des débordements violents. La cause de cette tension, c'est la sortie de Joker, un film centré sur un homme dépressif qui assassine ses victimes en direct à la télévision. Un mois plus tard, le long métrage dépasse le milliard de dollars de recettes. Nos idoles ont changé de visage. Tu as sûrement déjà espéré que Walter White échappe à la brigade des stupes, ou que Tommy Shelby gagne sa guerre des gangs. Devant l'écran, on se surprend à soutenir des meurtriers. On pardonne leurs pires atrocités au point d'en faire des icônes de pop culture qu'on affiche fièrement sur nos vêtements. Et cette fascination pour des individus capables du pire cache une méthode d'écriture précise. Quand on démonte la mécanique de ces œuvres, la limite entre le héros et le monstre s'efface, jusqu'à faire disparaître la notion même de méchant. Dès l'instant où le film commence, tu entres dans un espace où les règles de ton quotidien disparaissent. Tu passes ta vie entière à respecter un contrat social silencieux. Payer tes impôts, sourire à un client désagréable, obéir à ta hiérarchie, rester dans le rang. Mais eux, non. La première chose qui te fascine chez ces personnages, c'est leur liberté totale. Ils pulvérisent les limites que tu t'imposes. Prends par exemple Tyler Durden dans Fight Club. Le film te dit pas juste que c'est un rebelle, il te le fait ressentir. Il y a cette scène très précise où Tyler se laisse tabasser par le patron du bar, le sang coule sur ses dents et il se met à rire. Il rit parce que la douleur physique n'a plus d'emprise sur lui. Quand il organise la destruction littérale du système bancaire à la fin du film, la caméra s'attarde sur les buildings qui s'effondrent au son des Pixies. Et c'est à ce moment précis où il crache au visage d'une société qui nous pousse à meubler nos appartements avec des catalogues Ikea pour combler un vide existentiel. Il fait ce que beaucoup ont fantasmé de faire dans un open space un lundi matin. Tout envoyer balader. La Casa de Papel pousse cette logique encore plus loin. Le professeur ne braque pas une banque pour voler l'argent des gens. Il s'infiltre dans la fabrique nationale de monnaie espagnole pour imprimer ses propres billets. Son raisonnement est limpide. La Banque Centrale Européenne injecte des milliards à partir de rien. Alors lui, il fait exactement pareil. Le crime devient un miroir du système. Alex Pina habille ses braqueurs de combinaisons rouges et de masques de Dali, un peintre qui a passé sa vie à cracher sur les conventions. Le résultat dépasse la fiction. Le masque est porté dans des manifestations réelles, à Beyrouth, à Santiago ou encore à Bagdad. Des gens qui n'ont rien à voir avec la série enfilent le costume de ces criminels pour dire la même chose qu'eux. Le système nous vole depuis toujours, on ne fait que rendre l'appareil. Et c'est exactement la même mécanique de survie chez Tommy Shelby. Dans le premier épisode de Peaky Blinders, il traverse Birmingham sur un cheval noir. La boue, la misère, le charbon, tout ça l'entoure, mais la réalisation le place au-dessus. Il refuse de crever dans les tranchées ou dans la pauvreté qu'on lui a assignée à la naissance. Alors, il prend le contrôle de sa ville par la violence. On n'admire pas leurs crimes, on admire leur absence totale de contraintes. Ils font exactement ce que la loi, la morale et la peur nous interdisent de faire. Et c'est justement en les regardant briser ces règles, scène après scène, qu'on commence à se voir en eux. Parce que le monstre absolu, celui qui veut détruire le monde juste pour être méchant, ça fascine plus grand monde. Un antagoniste sans nuance, c'est plat. Aujourd'hui, les scénaristes ont compris une mécanique redoutable. Pour qu'un méchant marque l'histoire, il faut qu'on valide son point de départ. Dans le tout premier épisode de Breaking Bad, Vince Gilligan ne te présente pas un baron de la drogue. Il te montre Walter White, un professeur de chimie brillant mais sous-payé, qui est obligé de cumuler avec un boulot dans une station de lavage pour payer les factures. Et là, il y a cette scène insoutenable où il doit nettoyer les jantes de la voiture de son propre élève. Le gamin le regarde de haut avec un sourire moqueur. Ce plan précis, avec le reflet de Walt dans l'enjoliveur, te fait ressentir
toute la médiocrité et la honte de sa situation. N'importe qui s'est déjà senti rabaissé, sous-estimé par son patron ou écrasé par le poids du quotidien. La seule différence entre lui et nous, c'est qu'au moment d'apprendre qu'il a un cancer incurable, il décide de franchir la ligne rouge qu'on se contente d'observer de loin. La série fonctionne parce qu'elle prend une frustration universelle et elle lui donne une arme. Parfois, c'est pas juste une frustration personnelle, c'est carrément leur cause sociétale qui résonne. Dans Black Panther, Eric Killmonger n'arrive pas avec un plan de conquête stéréotypé. Il arrive avec une blessure historique. Ryan Coogler installe ça dès la scène du musée londonien. Killmonger regarde des artefacts africains volés pendant la colonisation et corrige la conservatrice sur leur véritable origine avec un calme glacial. Quand il finit par lui lâcher, à votre avis, comment vos ancêtres les ont eus? Vous croyez qu'ils les ont payés? Ou vous croyez qu'ils les ont pris comme ils ont piqué tout le reste? le malaise s'installe. Il a raison. Son constat sur l'oppression et l'abandon des minorités est intouchable. Le film est tellement honnête que T'Challa, le héros, finit par admettre que son ennemi disait vrai sur le fond. Killmonger force le Wakanda à s'ouvrir au monde. Son diagnostic était parfait, c'est juste sa soif de sang qui le condamne. Et on retrouve cette même rigueur chez des figures encore plus disproportionnées. Parce que, sur le papier, Thanos, c'est un alien violet de 3 mètres de haut. C'est un pur méchant de comic book. Mais les frères Russo passent tout le film à justifier sa quête. Quand il explique à Doctor Strange, dans les ruines de sa planète Titan, que son peuple s'est éteint à cause de la surpopulation et du manque de ressources, il soulève une angoisse écologique très actuelle. Le film prend le temps de filmer son visage en gros plan, avec une lumière crépusculaire, presque mélancolique. Sa solution de rayer la moitié de l'univers d'un claquement de doigts, c'est un génocide pur et dur. Ses actes sont monstrueux, et pourtant, sa logique mathématique de départ s'appuie sur une vraie tragédie. Il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Il se voit juste comme un sauveur prêt à porter le fardeau que les autres refusent. À chaque fois, la recette est la même. On valide leur vision du monde, on rejette simplement leur méthode. Et ressentir cette empathie pour quelqu'un qui commet l'irréparable, ça crée une énorme tension psychologique. Et une tension qu'il faut bien relâcher. C'est le vieux principe de la catharsis inventé par les Grecs. Consommer de la violence, de la rage ou de la rébellion à travers un écran, ça sert à purger nos propres frustrations. Il y a un côté très satisfaisant à braquer une banque, à monter un empire de la drogue ou détruire l'ordre établi. Le tout bien installé sur son canapé avec un plaid et un thé. On prend toute l'adrénaline, mais on esquive juste la peine de prison. Voilà pourquoi ces personnages nous fascinent autant. Ils canalisent notre noirceur pour la faire disparaître le temps d'un film ou d'une série. Et cette thérapie collective, elle génère des milliards de dollars de recettes et rassemble des audiences massives. La logique voudrait donc que l'industrie du cinéma produise ses anti-héros à la chaîne. Et pourtant, les grands studios font tout pour les écarter des premiers rôles. Quand Brian De Palma sort Scarface en 1983, il raconte la trajectoire d'un trafiquant de drogue égocentrique et paranoïaque. La scène finale nous montre Tony Montana, hurlant sur ses ennemis avant de se faire fusiller de toutes parts et de s'effondrer dans une fontaine ironiquement surmontée du globe « The World is Yours ». Le film se termine sur un échec total. Et pourtant, le visage d'Al Pacino finit imprimé sur des posters placardés dans des millions de chambres d'étudiants à travers le monde. La culture hip-hop naissante l'adopte comme le symbole de l'ascension sociale par tous les moyens. Un meurtrier impitoyable devient une icône culturelle intouchable. 30 ans plus tard, le phénomène s'amplifie avec le loup de Wall Street. Jordan Belfort escroque des centaines de petits épargnants pour financer ses hélicoptères et ses orgies. Scorsese montre la cruauté de ses actes. Mais ce que le public retient, c'est l'euphorie. C'est cette scène dans le restaurant étoilé où Matthew McConaughey se frappe le torse en fredonnant un rythme tribal pour initier le jeune Belfort aux règles du métier. Le public retient l'énergie frénétique, l'impunité, le pouvoir.
Au lendemain de la sortie du film, le costume rayé de Jordan Belfort devient un classique des soirées d'Halloween. L'audience idolâtre la transgression. L'apogée de cette demande populaire arrive en 2019 avec Joker. Todd Phillips propose l'histoire d'un clown dépressif qui bascule dans le meurtre de sang-froid. Pas de super pouvoir, pas de bataille spatiale pour sauver la Terre. Juste un drame psychologique poisseux, classé R et donc interdit aux mineurs non accompagnés. La scène clé du film cristallise cette fascination. Arthur Fleck, avec son costume rouge bordeaux et son maquillage de clown étalé sur le visage, descend les marches d'un immense escalier du Bronx en dansant. Ses mouvements sont amples, presque libérateurs. Il a trouvé sa place dans le monde par la violence. Et le public n'a pas seulement toléré cette apologie du chaos, il l'a financé, parce que le film dépasse le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Les spectateurs ont voté avec leur carte bancaire pour prouver que la demande pour l'obscurité est massive et lucrative. Avec une demande aussi forte, la logique voudrait que les studios hollywoodiens produisent des dizaines de films centrés sur des antagonistes. Et pourtant, l'industrie s'y refuse. Quand un comité de direction chez Disney ou Universal valide un budget de 200 millions de dollars, il gère un risque financier massif. La stratégie moderne du blockbuster repose sur le modèle des 4 cadrans. Le projet doit plaire simultanément aux enfants, aux adolescents, aux parents et aux grands-parents. Un héros classique comme Captain America coche ces cases. Ses valeurs sont claires, son combat est juste et le spectateur s'identifie à lui sans ressentir la moindre gêne. Et surtout, l'économie d'un film ne s'arrête plus aux tickets vendus en salle. Le profit s'appuie énormément sur les produits dérivés. Les franchises vendent des cartables, des figurines, des vêtements et conçoivent des attractions pour leur parc à thème. Tu perçois vite l'obstacle avec un méchant en rôle principal. Les marques partenaires ne vont jamais commercialiser une peluche Tony Montana, ni un jouet Patrick Bateman livré avec sa tronçonneuse. Un tueur au centre de l'affiche devient vite un cauchemar marketing. Les dirigeants ont besoin de certitude, de personnages qui sauvent le monde et de fins rassurantes. L'ambiguïté morale et la noirceur ne rentrent pas dans leur tableur Excel. Hollywood choisit systématiquement la rentabilité prévisible d'un sauveur plutôt que l'instabilité d'un antagoniste charismatique. La preuve absolue qui fige l'industrie aujourd'hui, c'est le crash total de Joker Folie à 2. Après le milliard généré par le premier film, Warner Bros signe un chèque en blanc à Todd Phillips pour un deuxième opus. Et sur le papier, la rentabilité semble assurée. Le réalisateur choisit pourtant de ne pas livrer au public ce qu'il espère. On ne retrouve pas le prince du crime triomphant. Phillips déconstruit le mythe qu'il a lui-même bâti. Arthur Fleck redevient un homme pitoyable qui subit son procès avant de renier son alter ego. Le cinéaste punit presque son audience d'avoir adulé un tueur. Et du coup, le rejet en salle est immédiat. Le film perd des centaines de millions de dollars. Les studios observent cette chute avec terreur et assimilent une leçon claire. Le public ne cherche ni la rédemption, ni la misère. Il réclame le frisson du chaos. Un élément, par nature, incontrôlable. Mais miser sur un antagoniste, ça reste une anomalie. Soit le studio va au bout de la noirceur du personnage, écope d'une restriction d'âge et se coupe d'une part immense des revenus en salle. Ou alors il lisse son méchant pour le grand public et trahit la promesse de base. Et pourtant, quelques rares cinéastes parviennent à contourner ce mur. Ils réussissent à imposer leurs monstres et à les faire triompher. Mais la question, c'est de savoir comment ils opèrent concrètement dans leur scénario et par quel mécanisme d'écriture ils parviennent à manipuler ton cerveau pour te forcer à aimer un personnage profondément détestable. Mais avant d'aller plus loin, on va jouer carte sur table. Je vais pas utiliser de manipulation mentale pour te convaincre de soutenir la chaîne. Je te le demande directement. Abonne-toi et lâche un like sur cette vidéo. Et tu peux surtout utiliser tes points boost pour permettre à la vidéo d'être mise en avant. C'est un peu tricher avec les règles, exactement ce que ferait un bon antagoniste pour s'imposer. Pas besoin de devenir un anti-héros criminel pour renverser le système. Ton clic fait tout le travail.
La première technique pour te faire basculer du côté obscur, c'est de confisquer ton regard. Le réalisateur te piège avec le personnage principal et refuse de t'en libérer. Ton cerveau est biologiquement programmé pour s'aligner sur la personne avec qui tu passes le plus de temps. Si on ne te montre le monde qu'à travers les yeux d'un seul individu, ces menaces deviennent instantanément tes menaces. Dans le pilote de Breaking Bad, le tout premier contact que tu as avec Walter White, c'est dans le désert du Nouveau-Mexique. Un camping-car fonce dans la poussière, s'écrase dans un fossé. Walt sort en titubant, en slip kangourou blanc. Il enregistre un message d'adieu sur un caméscope, attrape un pistolet et se plante au milieu de la route en attendant les sirènes de police. Tu es dans la poussière avec lui. La caméra ne le lâche pas. Et quelques épisodes plus tard, il doit tuer Crazy 8 dans le sous-sol de Jesse. C'est là que le point de vue forcé révèle toute sa puissance. Au moment de l'étranglement, le cadre te met face à la victime. Crazy 8 est au premier plan, net, l'œil injecté de sang, en train de suffoquer. Walt est derrière lui, flou, en train de tirer de toutes ses forces sur l'antivol. L'horreur de l'acte est totale. Normalement, tu devrais ressentir de la pitié absolue pour la victime. Sauf que la série t'a enfermé avec Walt pendant des épisodes entiers. Tu as vu sa liste des pour et des contre, ses larmes de désespoir. Et surtout, tu sais, toi, que Crazy 8 cachait un morceau d'assiette brisé pour le poignarder. Ton angoisse est liée à la survie de Walt. Tu partages sa panique, son souffle court, sa déchirure au moment de franchir cette ligne. La mise en scène t'a rendu complice. C'est une mécanique qu'on retrouve dans Dexter. Tu es dans sa tête, tu entends ses pensées. Quand il prépare sa kill room, la caméra adopte son point de vue. On regarde les bâches en plastique bien tendues, les photos des victimes alignées, le scalpel qui brille. Tout est propre, tout est ordonné. Et quand l'inspecteur Dox s'approche de trop près de son secret, le montage s'accélère. Tu transpires avec le tueur en série, tu veux qu'il s'en sorte. Et c'est encore la même chose pour Joe Goldberg dans la série You. Sauf qu'ici, la caméra va encore plus loin dans le malaise. Dans la saison 1, Joe s'introduit chez Beck et se retrouve forcé de se cacher sous son lit quand elle rentre avec un autre homme. La caméra se glisse sous le sommier avec lui. Tu as la poussière sous les yeux, l'obscurité, le bruit des pas juste au-dessus. Si le téléphone de Joe vibre, c'est ton cœur qui s'arrête. Tu ressens de la colère contre cet homme qui risque de découvrir Joe. Le cadre a piraté ta boussole morale. L'empathie que tu ressens à cet instant n'a rien à voir avec la moralité de l'acte. Elle est uniquement dictée par l'endroit où le réalisateur a posé sa caméra. La deuxième technique pour te faire basculer de l'autre côté, c'est de manipuler la chronologie. On te montre l'innocence avant le monstre. Le réalisateur utilise le flashback tragique pour s'assurer que tu comprennes le traumatisme avant de juger l'acte criminel. Prenons un exemple. Dans le conte original, Maléfique, c'est juste une sorcière aigrie qui a maudit un bébé parce qu'elle n'a pas été invitée à un baptême. Mais le film de 2014 ouvre sur une toute autre histoire. On découvre une fée majestueuse avec d'immenses ailes, amoureuse d'un humain, Stéphane. La scène de la trahison est filmée avec une violence psychologique inouïe. Stéphane la drogue pour lui couper les ailes pendant son sommeil et prouver sa valeur au roi. Le lendemain matin, la caméra reste à bonne distance quand Maléfique se réveille. Elle touche son dos et réalise l'amputation. Son cri de douleur déchire le silence. Il résonne dans toute la vallée. La mise en scène transforme cette mutilation en une métaphore évidente d'une agression sexuelle. Quand elle lance sa fameuse malédiction sur la princesse Aurore des années plus tard, tu ne vois plus une méchante. Tu regardes une victime brisée qui se venge de son agresseur. Et c'est le même processus clinique pour le Joker de Todd Phillips. Le film entier est un immense flashback tragique qui justifie la création du clown prince du crime. Dès les premières minutes, la caméra s'attarde sur le corps décharné d'Arthur Fleck. Tu le vois se faire tabasser dans le métro par des cadres en costume. Le cadre isole sa maladie neurologique, ce rire incontrôlable qui le fait pleurer de douleur. Quand il finit par sortir une arme dans la rame de métro et abat ses agresseurs sous une lumière crue et poisseuse, une part de ton cerveau ne voit pas un meurtre. Elle voit de la légitime défense. Le scénario a empilé les injustices avec
tellement de lourdeur que la violence devient une libération. Et cette mécanique, George Lucas l'avait déjà parfaitement comprise avec Dark Vador. Pendant des décennies, Vador était l'incarnation absolue du mal, le cyborg implacable habillé en noir. Et puis sort La Revanche des Sith. Sur la planète volcanique de Mustafar, le réalisateur filme la destruction totale d'Anakin Skywalker. Obi-Wan vient de lui trancher les jambes et le bras gauche. Le cadre se resserre sur le visage d'Anakin. Les yeux jaunes, le corps qui prend feu au bord de la lave. Il hurle. Lucas ne te montre pas la naissance d'un tyran galactique. Il te montre la mort atroce d'un jeune homme manipulé par la peur de perdre sa femme. La douleur physique et émotionnelle est l'outil le plus puissant pour acheter ta clémence. Mais les réalisateurs ont une troisième carte dans leur manche. Une technique beaucoup plus subtile, qui ne passe pas par l'image, mais par le son. Cette troisième arme, c'est la voix off. Elle se limite pas à décrire l'action. Elle établit un canal privé avec toi. Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street te regarde droit dans les yeux. Il te tutoie. Il t'explique comment il a blanchi ses millions avec un sourire aux lèvres, pendant que les autres personnages autour de lui continuent de vivre la scène normalement. Martin Scorsese t'isole avec l'escroc. Belfort te choisit, toi, comme confident. Dans L'Heure de foire, Andrew Niccol va encore plus loin. Yuri Orlov te raconte le trajet d'une balle, de l'usine où elle est moulée jusqu'au crâne d'un enfant soldat quelque part en Afrique. Il te détaille chaque étape avec le ton d'un commercial qui te présente sa gamme de produits. Sa voix ne tremble jamais. Et il ne te demande pas de le juger. Il te fait juste visiter son business comme si tu étais un investisseur potentiel. Cette exclusivité crée un lien de confiance immédiat. Dans Les Affranchis, quand Henry Hill claque le coffre de la voiture au début du film et lâche en voix off « Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster », il t'invite dans son monde clandestin. Tu as l'impression d'appartenir à un cercle fermé. Pareil pour le narrateur de Fight Club d'ailleurs. Il te murmure ses pensées les plus sombres, celles qu'il cache à Marla et à la société entière. Le monstre te confie ses secrets intimes. Par instinct social, tu l'écoutes et tu finis par le couvrir. Et la dernière méthode se joue sur un détail dérisoire. Un geste banal du quotidien suffit à court-circuiter ton jugement moral. Un tueur à gages implacable va gagner soudain ton affection s'il prend grand soin d'une plante verte. Et c'est ce qui se passe dans Léon. Le protagoniste assassine de sang-froid, mais il nettoie les feuilles de sa plante chaque matin avec une douceur infinie. Ce contraste frappe ton inconscient. Et l'univers Marvel utilise cette même recette avec Loki. Sous son armure d'antagoniste mégalomane prêt à asservir la Terre, le scénario glisse une fêlure familière. C'est un enfant adopté qui cherche désespérément l'approbation d'un père distant. Tu oublies ses crimes à l'échelle galactique pour te concentrer sur son complexe d'infériorité. Mais l'exemple le plus clinique reste Gus Fring dans Breaking Bad. Il dirige un empire de la drogue et n'hésite pas à égorger un de ses hommes de main au cutter. Et pourtant, on retient de lui un gérant de fast-food extrêmement poli qui plie soigneusement ses vêtements avant de tuer et qui rentre chez lui dans une vieille Volvo break. Cette routine inoffensive l'humanise. Tu t'accroches à sa maniaquerie et à sa politesse pour excuser l'horreur absolue de ses méthodes. Le point de vue forcé, le traumatisme, la confidence et le détail quotidien. Voilà comment l'industrie réussit à pirater ton empathie et à te faire aimer les pires figures de la pop culture. Mais cette manipulation soulève un vrai problème. Si on peut te faire pardonner les actes d'un cartel ou d'un tueur en série juste avec un bon angle de caméra et un trait de caractère attachant, bah alors, qu'est-ce qui définit vraiment un méchant aujourd'hui ? Si c'est la mise en scène qui nous dicte qui aimer ou détester, alors on est en droit de se demander ce qui définit objectivement un méchant au cinéma. Pendant longtemps, l'équation était simple. Le héros portait des couleurs claires, sauvait les innocents et respectait la loi. L'antagoniste, lui, s'habillait en noir et cherchait à détruire la société. Aujourd'hui, l'industrie a totalement pulvérisé ses repères. Dans The Boys, devant les caméras, le protecteur coche toutes les cases du sauveur idéal. Il porte le drapeau américain sur le dos, arbore un sourire parfait et intervient sous les applaudissements de la foule.
L'entreprise Vault International a marketé son image pour en faire un dieu vivant. Mais dès qu'il quitte la sphère publique, il se révèle être la pire anomalie psychopathe de la série. C'est un monstre d'égocentrisme, capable de laisser s'écraser un avion rempli de civils par simple flemme. Son costume de héros lui sert de bouclier absolu. Et on peut faire le chemin inverse avec une figure classique comme Robin des Bois, si on analyse ses actes de manière purement factuelle. Cet homme vit caché dans la forêt. Il tend des embuscades, détrousse des voyageurs et s'attaque directement aux forces de l'ordre de son pays. Le code pénal le classe comme un criminel de haute volée. Le récit en a pourtant fait l'incarnation absolue de la justice. On lui pardonne toutes ses actions violentes parce que le système qu'il combat est profondément corrompu. La légalité n'a plus rien à voir avec la moralité. La cruauté physique ne suffit même plus à disqualifier un personnage. Deadpool, il passe son temps à amputer, décapiter et cribler de balles des dizaines de personnes à l'écran. Et si tu retires la musique pop en fond et ses blagues constantes, tu obtiens juste un tueur en série qui massacre à la chaîne. La seule chose qui t'empêche de le percevoir comme un antagoniste, c'est le ton du film. L'humour agit comme un filtre qui désamorce tes propres jugements moraux. Et ce glissement s'observe encore mieux avec John Dutton dans Yellowstone. Ce patriarche dirige son ranch exactement comme un parrain de la mafia gère son territoire. Il marque littéralement ses employés au fer rouge pour garantir leur loyauté. Il fait exécuter ceux qui menacent ses terres ou connaissent ses secrets et jette leur corps au fond d'un ravin. Il manipule la politique locale par l'intimidation permanente. Ses méthodes sont impitoyables. Et tu le soutiens quand même parce que le scénario le positionne comme le dernier rempart d'un mode de vie en voie de disparition. Il défend simplement l'héritage de sa famille face à des promoteurs immobiliers avides et des fonds d'investissement froids. L'horreur de ses méthodes est totalement gommée par la noblesse apparente de sa cause. Le but excuse les moyens. Alors si le costume, le contexte ou l'humour parviennent à excuser les pires atrocités, on arrive face à une autre limite, celle de la cruauté pure, quand un personnage n'a aucune cause noble à défendre, qu'il brise la loi pour son simple plaisir, et qu'il assume totalement sa monstruosité, notre morale devrait logiquement reprendre le dessus pour le condamner. Sauf que le cinéma a trouvé une faille redoutable dans notre jugement, l'intelligence et l'esthétisme. Tu connais l'ennemi juré de Sherlock Holmes, Moriarty. Il ne cherche pas à protéger un domaine familial ou à venger une injustice. C'est un architecte du crime qui tisse sa toile sur tout Londres pour stimuler son propre intellect. Il orchestre des assassinats, des vols et des chantages avec une précision mathématique. Et pourtant, tu ne ressens aucun mépris pour lui. Même tu le respectes. Son génie impose le silence. Et sans lui, Sherlock n'a aucun défi à sa mesure. Il tournerait en rond. Moriarty fascine par sa capacité à transformer le mal en une partie d'échecs. Le spectateur pardonne l'ampleur de ses crimes pour le plaisir d'assister à la confrontation de deux cerveaux hors normes. Le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight fonctionne sur un principe différent. Pas de génie méthodique, pas de plan à 5 coups d'avance. Il brûle sa moitié du butin de la mafia devant les mafieux eux-mêmes. L'argent ne l'intéresse pas. Le contrôle ne l'intéresse pas. Il veut juste prouver que l'ordre est une illusion. Dans la scène de l'interrogatoire, Batman le tabasse, le projette contre les murs. Le Joker saigne, crache et contrôle chaque seconde de l'échange. C'est lui qui mène la conversation. C'est lui qui révèle que 2 otages sont retenus à 2 adresses différentes. Il donne les infos, choisit le rythme, décide du dilemme. Le type menotté à une chaise dicte ses conditions au justicier le plus puissant de Gotham. Ici, aucun trauma d'enfance, aucune excuse, aucune origine claire. Juste un homme qui te démontre que la civilisation tient à un fil. Et que ce fil, il peut le couper quand il veut. Et la barbarie physique elle-même s'efface quand elle est enrobée d'élégance. Le test absolu de cette mécanique, ça s'appelle Hannibal Lecter. Un psychiatre cannibale qui dépaisse ses victimes pour les cuisiner. L'horreur est insoutenable. Quand tu le rencontres dans Le Silence des agneaux, il est enfermé dans un cachot de haute sécurité, debout derrière une vitre blindée, parfaitement immobile. Il écoute les variations Goldberg de Bach.
il dessine le duomo de Florence de mémoire. Il s'exprime avec une politesse clinique et un vocabulaire immaculé. Lecter punit la médiocrité et la grossièreté. Dans la série de Bryan Fuller, il va jusqu'à assassiner un musicien de l'Orchestre Philharmonique de Baltimore uniquement parce qu'il ratait ses notes et gâchait la symphonie, avant de le servir en dîner aux autres membres du conseil d'administration. Sa monstruosité affiche un raffinement total. Ce contraste court-circuite ton rejet naturel. Tu finis par admirer un tueur en série cannibale parce qu'il possède de très bonnes manières et une culture immense. L'esthétisme agit comme une anesthésie sur ta boussole morale. Le public est prêt à accepter le monstre tant qu'il sait se tenir à table. Et si la loi et la cruauté ne suffisent pas à définir un antagoniste dans la fiction, il faut regarder comment on procède dans le monde réel. La mécanique est exactement la même. Dans la vraie vie, le mal n'a pas une valeur absolue gravée dans le marbre. C'est une étiquette. Le statut de méchant dépend de la morale dominante à un instant précis. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Le récit officiel choisit toujours ses monstres selon le contexte. Un individu qui prend les armes contre un gouvernement sera qualifié de terroriste par le pouvoir en place. S'il gagne sa révolution, les livres d'histoire de la décennie suivante en feront un libérateur héroïque. L'homme n'a pas changé. Ses actes de violence sont les mêmes. C'est uniquement la perspective sociétale qui a bougé. On désigne comme méchant celui qui menace le statu quo. C'est une pure question de rapport de force. Dès qu'une personne refuse de se plier aux règles fixées par la majorité, la société lui colle ce masque pour justifier son exclusion. Le cinéma reproduit cette dynamique. Les antagonistes qu'on nous présente à l'écran sont simplement les perdants du système moral dans lequel évolue le protagoniste. La définition du monstre n'existe pas. Il n'y a que des angles de caméra différents sur une même réalité. Et donc, la frontière entre le bien et le mal, c'est une affaire de point de vue. Et face à cette relativité totale, une question se pose. Est-ce qu'un seul de ces personnages se considère comme le méchant de son histoire ? La réponse est non. Aucun de ces personnages ne se lève le matin en se disant qu'il va répandre le mal. Et c'est la règle d'or pour écrire un bon antagoniste. Dans sa propre tête, il est le héros absolu de son récit. Thanos ne détruit pas la moitié de l'univers par simple sadisme. Il est sincèrement persuadé d'être le seul être vivant à avoir le courage nécessaire pour sauver l'autre moitié de la famine et de l'extinction. Il se perçoit comme un prophète incompris qui fait le sale boulot que les autres refusent d'accomplir. Quand Dark Vador bascule du côté obscur, il le justifie avec ses propres arguments. Pour lui, l'ordre Jedi est corrompu et aveugle. Il instaure son empire par la violence pour ramener la paix, la justice et la sécurité dans la galaxie. C'est une vision radicale de l'ordre. Magneto, c'est pas un tyran avide de pouvoir, c'est un survivant de l'Holocauste qui voit l'histoire se répéter et qui refuse de laisser les mutants subir le même sort. Sa violence est une stratégie de survie. Même Walter White se raconte cette histoire pendant des saisons entières. Il se drape dans la cape du père de famille condamné par la maladie, prêt à se salir les mains uniquement pour assurer l'avenir financier de sa femme et de ses enfants. Leurs actes sont monstrueux pour le reste du monde. Pourtant, leur boussole morale interne est parfaitement alignée. Ils arrivent à justifier l'injustifiable au nom d'un bien supérieur. Aucun de ces personnages ne se voit comme une anomalie. L'étiquette du méchant est toujours collée par les autres. Et c'est exactement ce qu'on fait tous les jours dans le monde réel. Notre société a un besoin viscéral de désigner des monstres. Quand un système dysfonctionne, quand la violence éclate ou qu'une crise nous frappe, la situation est souvent trop complexe à encaisser. Accepter que le chaos fait partie intégrante de notre structure sociale est terrifiant. On choisit donc une voie plus confortable. On met un visage sur le problème, on désigne un coupable idéal pour canaliser notre colère. Créer un antagoniste remplit une fonction psychologique très précise. Ça nous rassure. Si on arrive à isoler le mal absolu dans une seule personne ou un seul groupe, le calcul est rapide. Par simple opposition, on se place automatiquement dans le camp du bien. Pointer du doigt un monstre reste la méthode la plus efficace pour s'épargner l'examen de nos propres zones d'ombre et de notre part de responsabilité. Les méchants n'existent pas.
Il n'y a pas d'entité purement maléfique qui ricane dans l'ombre en attendant de détruire la société. Il n'y a que des individus brisés, des luttes de pouvoir et le récit qu'on décide d'écrire pour justifier nos propres actions. Le cinéma et les séries nous fascinent avec ces figures sombres pour nous rappeler notre propre fragilité morale. L'illusion d'agir pour le bien finit toujours par se fissurer. Et Walter White est peut-être la meilleure preuve de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo entière sur pourquoi Breaking Bad reste la série la mieux notée plus de 10 ans après.